Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Cour suprême du Cameroun, agissant comme Conseil constitutionnel, a été saisie par la Commission de recensement général des votes pour la validation définitive des résultats du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre dernier. Alors pour ce que l'on sait déjà, toutes les tendances annoncent une large victoire, sans surprise, il faut le dire, tant législatif qu'au municipal du RDPC, le parti du président Biya. Ce soir, on va revenir une fois de plus sur les leçons à tirer, quels sont les grands perdants, les confirmations, les révélations. Encore, on va parler de l'enthousiasme observé autour du MRC de Maurice Kamto. On parlera de la chute du RDPC à Douala 3e. On parlera du Mungo Sud, avec le Manidem. On va parler de Yabassi et de l'Union Ekele. Nous allons voir aussi ce que l'on peut améliorer au niveau du processus électoral. Les évêques eux-mêmes ont parlé du calendrier électoral qu'il faudrait clarifier après leur réunion. On parlera aussi du financement de la campagne. Dans la rubrique des faits divers, vous savez tous que le chanteur Longuet Longuet, bien connu des mélomanes camerounais, puisqu'il a quand même 10 ans de carrière, 5 albums à son actif, a récemment écrit une lettre dans laquelle il demande que lui soit permis un transfert international de la France, où il est incarcéré depuis plus de 2 ans, vers son pays, et précisément la prison centrale de Newbel, pour y purger le reste de sa peine. Il est, si vous vous rappelez bien, il a été condamné par la justice française en 2011 à une peine de 8 ans de prison pour le viol d'une mineure en 2005, ce qu'il a toujours nié. Il faut bien le préciser. On va faire le point aussi sur une autre affaire qui avait défrayé la chronique il y a un an, presque jour pour jour, le 23 novembre 2012. Un petit garçon de 6 ans, Méphiré Jacques Réjus, et une petite fille de 4 ans, qu'on est Elogo Gloria, dont le père Francis Elogo Meunier est présent sur ce plateau. Ces 2 enfants avaient trouvé la mort des suites d'une intoxication alimentaire dans un établissement hospitalier à Lokpom, ici à Douala. Alors conduits à la morgue de l'hôpital militaire de Douala, les corps des 2 enfants ne présentaient pas de symptômes, ils n'avaient pas été profanés, ce qui n'a pas été le cas quelques jours plus tard lorsqu'il a fallu procéder à leur inhumation plutôt. Et tout s'est donc emballé. Le père ici présent sur le plateau a même été accusé à un moment donné d'avoir violenté les enfants avant d'être blanchi, mais il s'interroge toujours sur la question est la suivante: qui a osé profaner le corps de ces 2 enfants-là? Il est déjà venu sur le plateau au moins 2 fois pour en parler. Il est encore là ce soir pour faire on va dire le follow-up en anglais de cette affaire vraiment sombre, un témoignage pour que cela n'arrive plus dans notre pays. Alors, je vais vous présenter les invités qui sont présents. Nous avons Madame Marianne Ekane. Marianne Ekane est du Manidem. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, les téléspectateurs. Vous excuserez un peu pour ma voix parce que... Vous étiez en meeting encore il n'y a pas longtemps. Encore, je n'ai pas fini parce que la lutte continue. Oui, je rappelle que vous êtes tête de liste du Manidem dans le Mungo Sud. Oui. Législative, hein? Législative. D'accord. Alors, nous avons en face de vous Michel Ndoki, qui était candidate aussi, hein, du CPP, aux dernières municipales. Municipale à Douala Première. Douala Première. Nous avons Saint-Éloi Bidoum qui arrive de Yaoundé. Bonsoir. Du RDPC, vous faites partie aussi du nouvel exécutif communal, puisque votre parti, on n'a pas encore rendu officiellement les résultats. Mais pas encore, j'étais candidat à la mairie de Yaoundé 6 comme conseiller municipal. Et j'en profite pour dire un bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'être venu de Yaoundé. En face de vous, nous avons M. Daniel Ponarimis, le secrétaire général de l'ADD. Vous n'étiez pas candidat. Vos listes ont été invalidées dans le Grand Sud, mais dans le Grand Nord, vous aviez quand même des candidats que vous avez proposés. Oui, bonsoir aux téléspectateurs de STV, bonsoir à mes copanélistes. Effectivement, nous n'avons pas été présents dans le Grand Sud durant ces élections, mais enfin, nous avons été dans le Nord, le Grand Nord en même temps. Maintenant, qu'est-ce que cela a donné? On va en parler tout à l'heure. Nous avons le docteur Maurice Somo,
qui est psychosociologue. Je suis psychosociologue, c'est ça. Qui est quand même un habitué parce que vous êtes... c'est pas la première fois qu'on a l'habitude. Oui, je suis consultant dans certaines émissions de la boîte. Voilà. Et c'est pas la première fois que je suis sur carte sur table. Voilà, c'est pas la première fois. C'est un plaisir d'être en compagnie de panélistes de renom, notamment des hommes politiques. C'est toujours impressionnant de savoir qu'au-delà des luttes qu'on a observées, ils peuvent comme ça s'asseoir sur une table et discuter sur l'avenir de la nation. De manière sereine. C'est intéressant. Et bien sûr, nous avons M. Francis Elegou Meignier, dont j'ai parlé en introduction, qui va d'ailleurs nous faire le point de cette affaire-là. Je veux quand même vous demander de rappeler de manière très succincte pour ceux qui nous prennent en cours ou qui n'ont jamais entendu parler de ce drame. Très succincte, donc, de nous rappeler les faits. Merci et bonsoir à vous tous, chers panélistes, autant qu'aux téléspectateurs. De façon brève, les faits sont les suivants. Le 23 novembre 2012, ma fille Elisabeth Gloria et Jacques le Juste Méfiré, le fils du révérend Ezoïo Daniel, sont malades et sont conduits à l'hôpital Notre-Dame de la Mort de l'Oppomme, appelé couramment l'hôpital des Sœurs. Malheureusement, et ça c'est un fait nouveau, ce jour il n'y a pas de médecin de garde à l'hôpital, mais un infirmier qui est incapable de diagnostiquer une gastro-entérite fébrile. Et les enfants décèdent. Ils sont admis à la morgue de la garnison militaire, en passant pour, je pourrais dire, comme pour masquer cette incompétence, l'hôpital ne délivre aucun document administratif relatif au décès, mais tout au contraire, fait courir la rumeur selon laquelle les enfants seraient arrivés déjà décédés. Nous attendons toujours le constat du décès du dit hôpital. Les enfants admis à la morgue de la garnison militaire le même 23 novembre 2012, aucun fait n'est signalé, aucune anomalie sur les dépouilles. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir moi-même les dépouilles de l'enfant revenu de mission de Nkonsamba. Mais à la grande surprise, pendant que les corps y sont internés pour besoin d'autopsie, vu que l'hôpital n'avait délivré aucun certificat de genre de mort, le commandant Fouda, en service dans cet hôpital, et un certain docteur Mouné André, posent des actes sur les dépouilles des enfants qu'ils qualifient plus tard d'autopsie. Et là, je me permets de relever que le commandant Fouda, en réalité, ne serait que orthopédiste. Donc, il n'a aucune habilitation, aucune compétence pour pratiquer des autopsies. Et le docteur Mouné André ne serait plus en droit d'exercer parce que retraité. Malgré tout cela, ces personnes communiquent à la police judiciaire le 6 décembre 2012 des rapports dans lesquels ils sont prétendus que des enfants ont été assassinés. Mais ce n'est pas tout, et la presse en a fait un très grand écho, prétendant que ces rapports relèvent comme cause de la mort des enfants. Permettez-moi de vous relire cela. Ces enfants ont été violés, sodomisés, affamés pendant plus de 5 jours, vidés de leur sang, puis tués après rupture des vertèbres cervicales et les os d'omoplate, comme l'indique le rapport de l'autopsie effectuée sur les corps depuis décembre 2012. Ça, c'est la publication du journal Le Messager, numéro 3748, du 4 janvier 2013, signé de M. Joseph Flavien Kanke. Voilà les communications que les personnes de cet hôpital envoient à la police judiciaire pour essayer d'incriminer les parents, mais également attribuent tous ces faits à des tiers. Mais les enfants, qui étaient bien portants, sont décédés de gastro-entérite fébrile. Et le parquet l'a établi. Donc vous qui étiez indexé, oui, vous avez failli être d'ailleurs arrêté. Bien sûr, nous avons été entendus à la police judiciaire pendant plus de 4 heures de temps. Et les parents qui m'accompagnaient, pour certains, ont même été harcelés. Il leur était demandé d'avouer le meurtre des enfants, alors que des enfants étaient conduits vivants à l'hôpital parce qu'ils avaient avalé de la nourriture. Ça, c'est votre fille, hein. On rappelle, c'est la jeune qui est décédée à ce moment-là. Hein. Je crois que c'est la photo en train de s'afficher. Alors, pour qu'on avance actuellement, où en est la procédure
Nous avons saisi la justice, en réalité depuis le mois de décembre 2012, parce que nous avons contesté ces données. Et la justice a pu établir qu'en réalité, ici, on est en face des documents falsifiés. Parce qu'il est question ici, tout simplement, non seulement de faux témoignages, mais de faux et d'usage de faux. La justice l'a établi clairement en effectuant la seule véritable autopsie sur les dépouilles des enfants le 8 janvier 2013 à l'hôpital Akintini de Douala. L'autopsie a révélé que les enfants étaient morts de sont décédés gastro-entérite. de gastro-entérite fébrile. À l'hôpital Akintini de Douala, une autopsie a été pratiquée par des anatomistes, des anatomopathologistes, les meilleurs d'ailleurs de la sous-région Afrique centrale. Et c'était sous le contrôle de la police judiciaire, du parquet lui-même et du parquet général. Le procureur général a suivi cette affaire et tout cela a été judiciairement prouvé. Et c'est comme cela que nous avons pu enfin obtenir le certificat de genre de mort des enfants, les permis d'inhumer, et nous avons inhumé les enfants, nous pouvons dire, de façon digne. Est-ce que vous avez été rétabli dans vos droits, quand je dis les droits, au moins en ce qui concerne votre honneur déjà? À ce jour, ouais. je dois vous remercier parce que je peux dire que au travers de votre télé, au moins, un brin d'espoir est là. Plusieurs personnes savent au moins que les enfants n'ont jamais été assassinés. Là, j'ai lu les extraits d'un seul média, et vous le savez, mais tous les grands journaux ont publié ces mêmes données-là, et même certaines télés. Nous n'avons pas encore été rétablis, vu que jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune ordonnance de non-lieu à poursuite judiciaire qui donne que nous puissions au moins nous présenter devant des personnes leur disant « Les accusations qui ont été portées contre nous sont fausses. Nous ne sommes pas des meurtriers et les enfants n'ont jamais été tués. Les enfants n'ont jamais été victimes de violences. Sinon, post-mortem, à la morgue de la garnison militaire. » Parce que je me suis permis, pour certains d'entre vous qui voudraient, quand nous en parlons, consulter ces données, plusieurs pensent que c'est surréaliste, et même c'est surréaliste. On ne peut imaginer un niveau de cruauté en offre de préférence tel que celui-là. Vous faites admettre des dépouilles en bon état à la morgue. Des personnes qui ne sont pas habilitées à pratiquer des autopsies font plutôt ce qu'on appellerait, et c'est visible sur ces images, du charcutage. Et posent, et là nous ne savons pas lesquels, d'autres types d'actes sur les dépouilles des enfants. Des actes de nécrophilie. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même des accusations qui sont assez graves. Le problème, c'est est-ce que vous avez touché les autorités compétentes et comment est-ce qu'elles ont réagi par rapport à cela? Nous avons touché, comme je vous le disais, la justice. Et c'est la justice, dans un premier temps, qui a ordonné une contre-expertise médicale. Et c'est au terme de cette expertise qu'il a été prouvé que les enfants sont décédés de suite de gastro-entérite fébrile. Ça a été le premier acte judiciaire, et très salutaire d'ailleurs. Malheureusement, maintenant qu'il est établi que les premières conclusions étaient fausses et même illégales, nous ne comprenons pas pourquoi, jusqu'à ce jour, on ne nous fait pas la lumière sur ce qui s'est passé à la garnison militaire. Nous avons les constats, nous avons les preuves. D'accord. Voilà. Donc, on en est à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on n'a pas déclenché une enquête pour véritablement savoir ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas, au moins à notre niveau, nous ne savons pas qui sont les auteurs de ces actes. Et même, voilà. Non, d'accord, c'était ce que je voulais comprendre. C'est à ce niveau qu'on en est. Je veux quand même prendre le point de vue des panélistes qui sont sur le plateau. Docteur. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et lorsqu'on a regardé les photos qui sont placées devant nous, et lorsqu'on suit le récit qui est fait par le parent, il faut déjà lui dire beaucoup de courage. Il en a même déjà suffisamment. Et je crois que quand on perd un être, c'est déjà très difficile. Quand on le perd dans certaines conditions, c'est abominable. Et quand en plus, il faut que longtemps après, qu'on ne soit pas à même de trouver la paix
la paix dont on a besoin pour se reconstituer une vie, je crois que c'est comme si, après la mort des enfants, on est soi-même mort. Mais maintenant, dans ce champ nébuleux, n'est-ce pas, des pratiques qui ont cours dans nos hôpitaux et qui, malheureusement, forment une sorte de nébuleuse, n'est-ce pas, il est difficile de s'y aventurer. On a quand même beaucoup de retenue, quant à ce qui peut s'y être réellement passé. Il faut tout simplement continuer de penser que notre justice, n'est-ce pas, qu'il y a des moyens nécessaires pour rétablir la vérité, puisse, dans ce cas, n'est-ce pas, utiliser tous les moyens dont elle dispose pour que la vérité soit établie, toute la vérité. Alors, Michel Ndoké. D'abord, je voudrais vous exprimer toute ma sympathie. Je pense que au-delà de tout, c'est la première chose que nous vous devons, c'est de vous exprimer notre sympathie. Je me sens honteuse pour les Camerounais qui sont les représentants de l'administration, les Camerounais qui travaillent à la garnison et le système judiciaire tout entier. Quand j'entends ce que vous dites, et je me sens profondément désolée pour vous en tant que parent, parce qu'il me semble que c'est dans ces circonstances, pour moi, il y a déjà le fait que l'être que vous avez perdu est votre enfant. Et en tant que parent, je peux imaginer ce que c'est de perdre un enfant si jeune, de manière brusque, parce qu'une gastro-entérite, c'est quelque chose de très brusque. Donc, entre le moment où vous passez un moment tranquille en famille et le moment où l'enfant s'en va, il y a un moment, il s'écoule très peu de temps. Donc, il y a déjà la difficulté de faire le deuil de ce point de vue-là, à laquelle s'ajoute la difficulté qui vient de ce que, quand on est un citoyen de ce pays, on ne peut pas se fier ni à la police, ni à la justice, ni à l'administration pour être protégé dans des situations de détresse comme celle-là. L'autre chose que je voudrais dire, pour réagir par rapport à ce que vous disiez sur la nébuleuse et le fait que nous devions faire preuve de retenue, c'est que je ne partage pas cette opinion. Il me semble que dans tout ça, il y a des documents, que les premiers plaisantins, pour dire le moins, qui ont profané ces dépouilles, ont émis des documents et que ces documents sont la preuve qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils devraient être tenus pour responsables de ce qu'ils ont fait. Après, savoir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, c'est un autre débat. Mais pour moi, c'est ça le scandale. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les mots ici sont creux. Il n'y a pas de mots pour expliquer, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, je ne vous dirai rien. Je dirais simplement à ceux qui nous gouvernent que ça ne me surprend pas. C'est une question d'impunité. C'est l'impunité qui prévaut dans ce pays, qui fait en sorte que n'importe qui, à n'importe quel niveau, peut faire n'importe quoi et se sentir complètement libre. Ce n'est pas nouveau. C'est incroyable que dans ce pays, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce qui arrive à ce monsieur, à vous, peut arriver à un des leurs. Et ce sera la même chose. Donc, quand je vois ça, ça me fait... Je fais le rapprochement avec... ce déni de la personne humaine, ce déni de laisser des gens croupir dans des inondations, ceux qui nous gouvernent passent avec leurs grosses voitures dans des flaques d'eau, ils n'en ont rien à cirer de ces populations qui, eux, ne peuvent pas se mettre dans des grosses 4x4, des gens qui meurent avec le paludisme, ils s'en foutent. C'est le déni même de la personne humaine et je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'est l'aliénation de nous tous, ces Camerounais. On a les gouvernants qu'on mérite. D'accord. On a les gouvernants qu'on mérite. Alors, monsieur Croyez tout mon chagrin, déjà, il est sincère. Dans la mesure où je suis carrément troublé par les images que je viens de voir. Malheureusement, on ne peut pas partager ce genre de vision. C'est dommage de devoir... commenter sur quelque chose qui, dans un environnement normal, aurait pris fin depuis. Il est dommage que vous ne soyez pas en mesure de faire le deuil
de ces enfants-là jusqu'à ce jour. Ça fait plus d'1 an, alors que les faits étaient partis pour être à la limite banal. Le cycle de la vie voudrait qu'on naisse et qu'on s'en aille. Et quand on est décédé, quand c'est dans des circonstances troubles, qu'on essaie quand même de donner une raison à cela, et si ceci est fait, qu'on passe là-dessus. Mais que l'on en soit encore aujourd'hui à épiloguer sur le décès des enfants et à rajouter au chagrin que les parents ont vécu et continuent de vivre, je dis c'est totalement inacceptable et en même temps cela démontre un tout petit peu le cycle d'impunité dans lequel nous vivons et qui fait débat car il serait vraiment malaisé pour moi d'évoquer d'autres cas qu'on a vécus et qui sont à peu près les mêmes. Non, le cycle d'impunité et l'irresponsabilité, quand même, à un moment donné, doivent être dénoncés et condamnés. Et je le condamne, j'en profite pour le faire. Je condamne le cycle d'impunité un tout petit peu qui s'installe de plus en plus chez nous et cette irresponsabilité en même temps qui accompagne cela dans la mesure où on peut faire n'importe quoi, sachant qu'on dispose d'un certain nombre de réseaux de contrôle et de protection, sachant que cela ne va pas prospérer. Je dis, je le condamne et je le réitère, je condamne ce cycle d'impunité qui continue, qui commence déjà à faire quand même un tout petit peu. Oui, merci Thierry. Vous savez, Charles Atebayene a écrit un livre qui n'est pas passé inaperçu, mais qui a reçu beaucoup de critiques. Et je crois que nous avons là la preuve par 9 que Charles n'avait pas tout à fait tort. Le Cameroun est sous l'emprise d'un certain nombre de pratiques. Et vous savez, la décadence d'une société se mesure par les atrocités qui peuvent s'y commettre. Sodome et Gomorrhe était une petite ville paisible jusqu'au jour où on a fini par admettre qu'un homme pouvait aller avec un homme sans que ça ne dérange personne. On a appelé ça homosexualité. Et puis après, on a admis qu'un homme pouvait aller avec un chien sans que ça ne dérange personne. On a appelé ça la zoophilie. Et on a admis qu'un homme pouvait s'introduire dans une morgue où reposent des êtres en paix et aller avec un corps. On a appelé ça la nécrophilie. Et vous avez vu dernièrement la légalisation de l'homosexualité en France dernièrement. Vous voyez, c'est un peu des choses qui dérangent parce que quand on a reçu une éducation chrétienne et quand on voit des images comme celle-ci, pire encore, quand on est un père de famille, on se retrouve à être accusé d'avoir tué son enfant. Je dis que ça ne va pas. Et ce n'est pas la première fois que l'hôpital militaire de Douala est sous la sellette sur des faits pareils. J'ai suivi dans une radio à Yaoundé un pasteur et le directeur de l'hôpital qui étaient indexés pour des pratiques un peu pas ordinaires. Et avec un fait comme ça, les photos que nous avons vues, c'est difficile à supporter. J'ai dit qu'il est grand temps que les autorités se saisissent de cette affaire pour que force revienne à la loi et que la moralité reprenne sa place. Bon, merci Francis d'avoir accepté une fois de plus d'apporter votre témoignage. Je sais que ce sont des moments qui ne sont pas évidents pour vous de vous rappeler une affaire comme celle-là, mais je crois que c'est important aussi qu'on puisse édifier la société camerounaise afin que ce type d'acte-là ne puisse plus être d'actualité dans notre cité. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. On va poursuivre avec une autre affaire. J'ai été récemment contacté par M. Longuet, qui m'a d'ailleurs fait transmettre une lettre dans laquelle il s'exprimait. Alors je ne sais pas très bien à qui la lettre était adressée, je suppose aux autorités françaises, dans laquelle il souhaite en gros pouvoir bénéficier d'un transfert international vers son pays d'origine, le Cameroun, et le centre de détention de Newbel. Et c'est là en vertu d'un accord signé en 1974 entre le Cameroun et la France qui stipule que un ressortissant étranger incarcéré en France peut demander d'aller purger sa peine dans son pays d'origine. Il y a eu un exemple déjà en France avec l'artiste Bertrand Cantat qui avait été condamné à 8 ans de prison pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant et qui, au bout de 6 mois, fut transféré d'un pays de l'Est de l'Europe vers la France pour finir de purger sa peine.
Alors, en ce qui concerne Longuet, il faut rappeler que lui aussi a été condamné à 8 ans de prison en 2011. Il a bénéficié de 22 mois et 10 jours de remise de peine, ce qui a ramené donc sa peine totale à 6 ans et 50 jours. Donc, il est normalement, on peut, sous certaines conditions, le relâcher à partir de 3 ans et 25 jours, c'est-à-dire environ vers le mois de mars-avril de 2014. Il affirme d'ailleurs avoir effectué jusqu'à présent 28 mois de prison en France. Et je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il souhaitait donc que ce transfert-là puisse être exercé. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus, hein, parce que je veux rappeler quand même les faits rapidement. Longuet avait été impliqué dans une affaire de mœurs. On avait parlé de viol de mineurs en 2005, qu'il y avait donc... enfin, c'est suite à cela qu'il avait été jugé et qu'il avait été interné, enfin, hein, dans les prisons françaises. Il estime qu'il a remboursé déjà 33 000 des 38 000 euros qui lui avaient été demandés, donc il manque 5 000 euros. Il n'a pas de problème avec le personnel pénitentiaire. Il subit des brimades là-bas, donc de la part des autres prisonniers qui régulièrement le briment. Donc il pense qu'il a plus ou moins payé sa dette et qu'il a montré plusieurs fois sa bonne foi, qui était celle de ne pas se dérober face à la justice. Donc quel est votre point de vue là-dessus? Son transfert au Cameroun pour purger le reste de sa peine. Marianne. En dépit de ce qu'il a fait, il y a quand même les conventions internationales qui lui donnent le droit, qui donnent la possibilité au pays dont est issu le prisonnier de venir purger sa peine dans son pays. Mais quand on dit qu'il subit des menaces dans les avec les autres co-détenus, c'est monnaie courante lorsqu'on est incarcéré pour des faits de viol ou de meurtre, que ce genre de menaces qu'on subit ce genre de menaces. Donc il appartient quand même au Cameroun, comme pour les autres pays, de demander son transfert à Niobert. C'est tout à fait normal, ce n'est pas parce qu'il a commis des actes pour ce qu'on sait, aussi horrible, qu'il n'a pas, il reste toujours quelqu'un qui doit être défendu. Donc le Cameroun a tout à fait le droit et même la possibilité de le faire transférer à Niobert. Mais dire qu'il sera mieux à Niobert, je ne pense pas, connaissant la prison de Niobert, je ne pense pas qu'il sera... Alors si quelqu'un arrive quand même à préférer rentrer à Niobert, c'est ça qui est curieux, parce que cette histoire met en exergue, n'est-ce pas, des contraires. Hein? Déjà, j'ai noté un premier détail, c'est que Longuet de sa prison en France peut vous appeler au téléphone et converser avec vous. Je ne sais pas s'il aura les mêmes avantages et les mêmes privilèges. Je peux vous assurer que sera. Bon, je n'en sais rien, mais c'est exceptionnel. C'est dire que là-bas, il n'est pas seulement dans une prison, c'est mieux qu'ici, enfin, c'est l'impression que j'ai. Mais en réalité aussi, aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, faire à l'unisson, être avec lui et dire, par patriotisme, il est Camerounais comme nous, par humanisme, parce que c'est un être humain. Il a donc le droit d'être défendu et de purger une peine qui soit humainement acceptable. Mais en même temps aussi, on ne devrait pas oublier que quelle que soit la délocalisation du délit qui a été commis, il y a des personnes autour de ce délit qui ont souffert des actes d'un homme. Des actes suffisamment répréhensibles et qui méritent d'être punis comme tels. Bon, mais maintenant, entre cela, entre la gravité, ou vous voulez, l'atrocité des actes qu'il a posés et la clémence de la peine, ou les aménagements qu'il doit subir par rapport à sa peine, personnellement, je crois qu'il faut aussi, une fois de plus, faire preuve de retenue et dire, bon, en tout cas, parce qu'il est Camerounais comme nous, nous voulons qu'il revienne vivre avec notre Longuet international, qu'il vienne danser avec nous, mais pensons aussi de temps en temps à ceux qui ont souffert des actes qu'il a posés. Alors, mais justement, en parlant des actes qu'il a posés, il estime que même par rapport à cela, il ne s'est jamais dérobé. Hein? Plusieurs fois, il a bénéficié de liberté surveillée. Il est d'ailleurs revenu au Cameroun parce qu'il avait prouvé qu'il pouvait travailler. Il a d'ailleurs sorti un autre album, le 5e, je crois, qui a eu un certain succès. Il est rentré en France se présenter devant la justice. Il a payé plus des 3/4 de
la dette, hein, ce qu'il devait payer comme amende, 33 000 € sur 38 000. Il a passé une bonne partie de sa vie maintenant en prison. Est-ce qu'il peut avoir une circonstance atténuante? C'est bien. D'abord, bon, je crois qu'il a été dit qu'il n'avait pas du tout la même appréciation que les juges sur ce qui s'était passé. Je crois que ce n'est pas à lui de faire cette appréciation, mais aux juges. Et que, en ce qui concerne la société, désormais, les faits sont avérés. D'accord. Moi, je suis interpellée parce que nous venons de parler d'une atrocité commise sur des corps. Et ça nous interpelle, et c'est révoltant, et ça devrait cesser. Et quand il y a des atrocités commises sur des enfants vivants, là, on parle de patriotisme et il faut qu'il revienne, notre longueur nationale. Et je me dis, moi, il y a quand même un peu quelque chose qui me dérange. Nous venons de dire qu'il faut que force revienne à la loi. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour nous tous, et que ça devrait être vrai pour lui, quel que soit le respect que l'on peut avoir pour ses qualités artistiques par ailleurs. Je ne sais pas quelles sont les raisons qu'il invoque pour dire qu'il préfère venir dans nos prisons. Ce n'est pas difficile d'imaginer quelles sont les raisons qui l'y poussent. Je crois que ça a un peu à voir avec justement l'impunité dont on a parlé tout à l'heure et la porosité des portes de la prison. Ça voudrait dire que nous sommes en train d'affirmer ici que par patriotisme, on devrait permettre à Longuet de ne pas payer sa dette vis-à-vis de la société, en tout cas au moins en partie. Et je ne pense pas que ce soit acceptable. Il y a déjà tout le jeu des réductions de peine, etc., qui ont permis que le temps qu'il devra passer derrière les barreaux soit réduit par rapport à la décision qui a été prise par le juge. Je crois qu'il a plus que suffisamment bénéficié de la clémence générale et qu'il devrait assumer les conséquences de ces actes. Il y a Francis Madiba qui est sur camtou.com qui estime que Longuet n'a aucune chance de faire sa peine au Cameroun. Les Français le savent, selon lui. Alors, Saint-Éloi. On vient de parler d'un cas qui relève du crime. Et nous tombons sur un autre cas qui relève d'un crime. Il faut d'abord reconnaître que M. Longuet a commis un crime. Et un crime crapuleux sur un enfant. Malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui et pour les chansons qu'il chante, nous devons nous mettre face à la loi. Et maintenant, en face de la justice française, M. Longuet a bénéficié d'une remise de peine de 22 mois déjà. Et il a souvent été élargi. La preuve, c'est qu'il est venu au Cameroun. Il a sorti un autre album. Ça prouve qu'il peut se réinsérer. Mais ça ne doit pas se passer un peu comme je l'ai lu dans les journaux, sous forme de chantage. Je veux me suicider, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Longuet sait qu'il compte sur l'impunité générale qui règne dans nos prisons. On se retrouve en boîte de nuit avec des prisonniers. Tout le monde le sait. Donc, je dis qu'il prenne son mal en patience. Le Cameroun doit certainement avoir des accords d'extradition avec la France. Le temps de mettre la machine en branle peut paraître long, mais toujours est-il que son cas me touche énormément parce que c'est un garçon que j'aime entendre, mais je refuse de balayer de revers de la main le fait qu'il a commis un crime et un crime crapuleux. Alors il se plaint aussi quand même, un peu en arriviste, de certains traitements qu'il subit. Outre le fait qu'il a été agressé en prison par des voyous multirécidivistes qui considèrent qu'ils sont eux parfaits et bénéficient de tous les avantages. C'est-à-dire qu'eux, ils vont au parloir, ils ont les permissions, ils ont les aménagements de peine et autres. Il se plaint que l'on refuse à la mère de ses enfants et à tous ses proches le permis de visite. Ça, c'est quand même un problème. Est-ce que ce n'est pas une petite violation quand même de ses droits fondamentaux? Vous savez, Thierry, j'entends là, dans un premier temps, le cri de détresse d'un compatriote condamné à une peine de prison à l'étranger, à l'endroit de ses compatriotes camerounais dans un premier temps et ensuite à l'endroit des autorités. J'appelle ça un cri de détresse. Je ne peux pas l'ignorer. J'entends en même temps un cri de détresse d'un condamné qui invoque la mise en branle des conventions qui existent en la France et le Cameroun. Nous avons au ministère de la Justice camerounaise
une direction de la coopération et elle n'a pas été existée pour se tourner les pouces. J'entends en même temps le cri de détresse de quelqu'un qui accepte sa peine, mais qui en même temps voudrait mettre à la lumière de ses compatriotes toutes les difficultés qu'il a dans cette prison où, fondamentalement et a priori, compte tenu des réalités des prisons ici chez nous, on pourrait penser qu'ils se sentent mieux. Je crois, je ne peux pas balayer d'un revers de la main des propos d'un homme qui vient comme cela dans la mesure où il a commis un crime et je crois qu'il a été condamné pour ce crime. Ceci ne fait plus l'objet d'un débat. Mais en même temps, même quand on est condamné, ces droits d'homme restent des droits qui doivent être respectés où qu'ils soient. Et s'il demande à venir purger sa peine au Cameroun, je ne veux pas commencer à mettre en avant les tares qui existent dans notre système judiciaire et dans nos prisons. Je vais dire, il y a un homme qui se plaint, il faut qu'on prête une oreille attentive à ses complaintes. Futur criminel. Vous savez, je ne suis pas la justice parce qu'il me semble, et ceci ne fait l'objet d'aucun doute, qu'il a été condamné, donc reconnu des faits qui lui ont été accusé. Okay? Il est par conséquent en train de purger sa peine. Vous savez, Thierry ici a évoqué un fait qui s'est passé en Russie. Un célèbre chanteur français, Quentin il me semble, qui a assassiné son épouse. Les faits ont été établis. Il a commencé à purger sa peine en Russie. Et après, les autorités françaises ont mis en branle les accords qui existent dans ce cas-là. Et ce monsieur est en train de purger sa peine aujourd'hui en France. Il est sorti déjà. Hein? Bon, il est en train de en plus, il est sorti. Est-ce à dire, lorsque je prends ma position qui semble ne pas plaire à certaines personnes, que je ne reconnais pas les faits établis contre Longuet Longuet, ne préjugez pas sur mon propos. Je dis, même quand on est condamné, on a des droits et Longuet Longuet invoque ses droits. Et je ne crois pas que parce que le crime odieux, crapuleux, on utilise l'adjectif que l'on veut, s'il y a des droits dont il est bénéficiaire et qu'il les invoque, il est question que les autorités, c'est de leur devoir, de devoir les observer. Mais je voudrais aussi savoir, je voulais vous entendre dire, j'entends aussi la voix de la victime. Vous n'avez pas parlé de... Vous n'entendez pas la voix de la victime. Même si Longuet Longuet a des droits, comme tout être humain, il n'a pas à faire de menaces, menacer de se suicider. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on pense à la victime? À la vie que cette victime va... Ce que cette petite va traîner toute sa vie. J'aurais aimé vous entendre dire, mais j'entends aussi la voix de la victime qui résonne dans ma tête. Vous n'entendez que la voix de Longuet Longuet? Longuet Longuet est en prison. Et la victime est en prison pour... Longuet Longuet ne demande pas de venir rester libre au Cameroun. Il demande de venir être interné à Nobel dans une prison, c'est-à-dire que poursuivre sa peine. Mais Thierry, je voulais dire la réalité. J'aurais souhaité qu'on déporte ce débat dans un autre, sur un autre pan, parce qu'à la vérité, Longuet Longuet a été condamné, c'est certain. Il a été puni et je crois que s'il y a une personne qui devrait réclamer ses droits en dernier, c'est bien le criminel qui est avéré. Mais je voudrais tout simplement qu'on regarde le problème sous l'angle de l'équité internationale. Parce qu'en fait, des faits comme cela, c'est-à-dire des condamnés qui demandent d'aller purger les peines chez eux, on en connaît beaucoup. Et ce qui m'embête, c'est qu'en réalité, au nom de, je ne sais pas s'il faut appeler ça une inclination, ou tout simplement un complexe d'infériorité, il se trouve que lorsque des Européens ont commis des crimes ici et qu'ils ont été condamnés, tout de suite, la machine s'est mise en branle, ils ont été purger leur peine chez eux, automatiquement. Pas du tout, le dernier est mort à Kondengui. Oui, le dernier est mort à Kondengui parce que, tout simplement, celui qui est mort à Kondengui ou à Noubel, je ne sais pas, mais en réalité, c'est qu'il n'a pas voulu mettre en branle cela. Mais vous savez, les cas sont légion. Quand un Français est condamné au Cameroun et qu'il demande à rentrer chez lui,
ça se passe avec une extrême facilité. Pourquoi on trouve un débat lorsque un Camerounais qui est en France veut aussi venir purger sa peine ici chez nous? C'est là la question. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant de l'ignorer, et je pense qu'il y a des questions quand même où on peut éviter la langue de bois. La situation des prisons en Russie comparée à celle de la France, ça, c'est il n'y a pas de... pardon, oui, effectivement. Effectivement, pardon. Donc, si vous comparez les prisons en Lituanie et celles de France, vous imaginez tout de suite lesquelles sont à même de traiter les êtres humains avec plus de dignité. Attendez, vous vouliez une réponse, j'essaye de la donner. Donc, si la France demande, en vertu de cet accord, à ce que son natif vienne purger sa peine chez elle, c'est parce qu'elle pense que elle peut garantir que la peine soit purgée, et que la peine soit purgée, parce qu'il y a des textes internationaux sur comment est-ce que les prisons doivent être et comment est-ce que les personnes doivent être traitées. Dans les faits, ils ne sont pas respectés partout. Donc, elle peut garantir que la peine sera purgée et que la personne sera traitée dans des conditions de décence minimale, même pour un criminel. Est-ce que le Cameroun peut donner cette garantie? Non. Et on le sait. En dehors de la garantie, ça dit que c'est le condamné qui demande, parce que la procédure est mise en branle dès lors que le concerné le demande. Permettez, on parle de deux choses différentes. Vous parlez de la procédure, moi je parle de la peine. La question est de savoir si ce monsieur, en arrivant au Cameroun, purgera sa peine. Parce que ça, c'est essentiel. Et la réponse à cette question est non. Et dans ce cas-là, je suis désolée, pourquoi vous pensez que c'est non? Parce que nous savons que, logiquement, quelqu'un ne peut pas quitter une prison là où il est assuré d'avoir des repas, où il ne dort pas avec des rats, où il a la télé, où il a le téléphone, pour venir dans les endroits que nous connaissons, qui sont 5 fois... retrouver sa culture, celle des rats, celle des cafards, c'est cet environnement qui plaît à Longuet Longuet. Si c'était vrai, il aurait commis le viol au Cameroun. Il ne serait pas en train de vivre en France. Ah non. Il ne serait pas en train de vivre en France. Il n'est pas allé parce qu'il avait envie d'être dans un étude. Il allait chercher un petit boulot. Il allait chercher un petit boulot. Mais il voulait vivre différemment, donc la vie de la France l'intéresse plus. Pas forcément mieux, différemment. Vous dites, pas forcément mieux. Actuellement, il préfère les prisons camerounaises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un droit à la préférence nationale en termes de prison? Il préfère la liberté au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est pour ça que les transferts se font plus difficilement dans l'autre sens. Et on a des expériences d'un autre type. Parfois, quand il s'agit de pays comme le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie, il y a des procédures qui sont mises en branle pour que les ressortissants de ces pays viennent purger leur peine chez eux. Et là, il est arrivé que la France dise non, parce qu'elle sait comment ils sont traités là-bas et qu'ils seront traités plus mal que dans sa prison. C'est exactement ce que les Français auraient indiqué à Longuet Longuet. Avril n'est pas très loin. Après, il pourra revenir au Cameroun chercher ses rats. Il m'a dit que les Français estimaient que les conditions de détention au Cameroun ne seraient pas meilleures qu'en France. Mais lui, il insiste pour revenir chez lui. Il y a quand même une préférence nationale. Parce que dehors, c'est plus confortable, ça c'est sûr. Longuet Longuet, c'est un homme du peuple. Tenez compte de la culture de l'homme. Quand Longuet Longuet est au Cameroun, vous le trouverez plus facilement au marché, vous le verrez difficilement à Bonaprison, habité. Ça fait partie. Et c'est ça qui manque à cet homme. Vous savez combien de badauds se sont retrouvés à Kondangui ou à Nubel parce qu'ils ont pris un téléphone portable à un monsieur comme vous? Non, je crois qu'on n'a pas le droit de s'amuser avec un problème aussi grave. Sur le plan des droits élémentaires, des droits humains, je crois que la France fait 100 fois mieux que le Cameroun. De deux, sur les conditions de détention, je crois que Longuet, dans une prison à Bordeaux, équivaut à un hôtel 3 étoiles à Yaoundé. Donc on ne peut pas nous faire croire un seul instant que c'est par sursaut d'orgueil, de patriotisme qu'il faille l'aider à venir. On peut encore comprendre. Vraiment, j'ai dit, il fait des choses bien sur le plan musical, mais
j'ai dit, il n'a pas d'exigence à poser. Les conditions, la réciprocité d'extradition existe entre la France et le Cameroun, mais je crois que la France a choisi de le protéger parce qu'elle pense que les conditions de détention ici sont moins bonnes qu'en France. Et puis le texte dit peut demander, ça ne veut pas dire qu'on doit accorder la demande. C'est la France qui décide de ce qui est bien pour un Camerounais, c'est ça? Alors moi je vais rapidement lire des messages rapidement. Il y a Gilbert Yebga qui dit: le Cameroun est-il prêt à rapatrier Thierry Michel à Tangana? Dans le même ordre d'idée, Nicolas Oya qui dit Thierry Atangana est français, Maître Yen et Youm est française et ils sont en prison au Cameroun. Ouais, sauf qu'ils sont des Français noirs peut-être. Hein. Peut-être qu'on a... La marée noire. Bon, ça c'est un commentaire personnel qui n'engage que moi. Blanche qui estime que, en tant qu'être humain, M. Longuet a le droit de purger sa peine au Cameroun. Et j'ai pris l'avis de Maître Pincy. Avant de débuter l'émission, j'ai demandé si c'était réalisable, effectivement. Il m'a dit c'est au Cameroun de demander à la France, en vertu de la convention judiciaire franco-camerounaise, et de payer les frais de transport du condamné. Au cas où, bien sûr, la France accepte, c'est ça, non? Hein? Mais il ajoute, mais Longuet a moins de 6 mois d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. À sa place, je reste tranquille, j'attends sagement qu'on me libère. Non, mais il n'est pas sûr d'arriver jusque-là. Non, mais puis Longuet, si se trouve en danger, s'il estime qu'il s'en vient en danger, c'est un artiste, hein, ce n'est pas un être comme les autres. C'est un alors, on peut prendre ça comme ça. Alors, je voulais davantage mettre en avant ici. Hein. Il ne s'agit pas d'être simplement plaisant ou déplaisant vis-à-vis des X ou des Y. Quand je parle de mes compatriotes, et j'en ai devant moi, ok? Bien que nous soyons peut-être d'appartenances politiques différentes, nous sommes d'abord des Camerounais. Nous voulons construire un pays. Et construire un pays, ce n'est pas seulement prendre en compte ce qui se passe chez nous, c'est prendre en compte ce qui se passe également hors de chez nous. Longuet, ici, sur cette table, et je ne l'ai entendu de la bouche de personne, personne n'a défendu l'acte qu'il a posé. Il se trouve tout simplement. Et ça doit être une culture qui doit en même temps commencer à être intégrée dans nos esprits. Un condamné, c'est quelqu'un qui est en train de payer la dette à la société. Et nous avons des droits. Nous avons signé des conventions. Ces conventions permettent qu'on mette en branle un certain nombre de mécanismes. Lorsque quelqu'un reconnaît et voudrait faire prévaloir ses droits, comment est-ce que sur cette table, des personnes qui, je suppose et je suis certain, dans les débats qui vont suivre, vont mettre maintenant en avant et en branle le fait qu'ils ont des droits et qu'ils aimeraient que ce droit soit respecté, qu'on peuvent dénier à quelqu'un, fût-il un prisonnier, le droit d'exiger que ses droits soient respectés, le droit d'être expatrié comme prisonnier dans son pays. Que nous commencions à dire que les prisons de chez nous sont bonnes ou mauvaises ou quoi que ce soit, ce qui est certain, c'est que le Cameroun, comme a dit Saint-Éloi tout à l'heure, comparé à la France, c'est le jour et la nuit. Mais il n'empêche que Saint-Éloi, qui a été en France, qui a fait ses études en France, a accepté de revenir vivre au Cameroun dans les conditions que nous connaissons. Il n'a pas choisi de rester en France comme beaucoup l'ont fait. Il y a un choix que l'on peut faire dans la vie. Voilà. Il n'a pas exigé, je dis, il a invoqué un droit. Et je parle de droit, je ne parle pas d'exercice. On se comprend très bien. Du nombre de Camerounais qui sont dans les jeux français. Alors je vais rapidement pas demander. Ils ne demandent pas à rentrer. Ils ne l'ont pas demandé. Bon, je vais rapidement lire deux messages. Un message qui arrive de Belgique, de Zinga Angoula. Il dit à bien connaître le système judiciaire français. Et ne connaissant pas qui conseille Longuet, il faut déjà qu'on comprenne que cette nouvelle de requête est d'office irrecevable. Et il y a Patrick Boyogino qui est au Togo qui dit que les conventions existent dans ce cas-là. Peut-être la démarche n'est pas bonne, mais pourquoi balayer cela de la sorte? On voit des Français bénéficier de ces conventions ici. Alors, merci. On va rapidement... Il y a Nicolas qui a envoyé un message qu'il faut que je lise parce que c'est intéressant. Nicolas Ouya, il dit je vais donner un tuyau à Longuet qui demande un transfert à la prison de LOSC. Le directeur de la prison est franco-camerounais, un ancien Rémois comme Saint-Éloi et Michel sur le plateau. Bonsoir Nicolas. Bon, mais Nicolas en sait beaucoup sur les prisons françaises. J'espère qu'il n'a pas fait un tour là-bas lui-même. Bon, alors... Ah ouais, Nicolas. On souhaite... bon, alors
on va passer au sujet sur les élections. On rappelle bien sûr que nous sommes toujours en direct, que vous avez la possibilité de nous envoyer des messages qu'on va essayer de lire. La Cour constitutionnelle, donc du moins la Cour suprême qui agit en son nom, doit à présent examiner le contentieux électoral, proclamer les résultats définitifs. Il est temps, mesdames et messieurs, de dresser un premier bilan au terme de ce double scrutin. Mais avant, je veux qu'on débute quand même par quelques questions préliminaires qui ont paru un peu... qui ont peut-être un peu sémé la controverse. Il y a des évêques qui se sont réunis au sein de la conférence épiscopale et qui ont estimé que le président Biya reste le seul maître du calendrier électoral et qu'il faudrait que ce calendrier électoral soit intégré dans les textes qui organisent les différents scrutins de manière plus ou moins claire. Est-ce que cette disposition-là, pour vous, elle est importante, rapidement? Saint-Éloi Bidou, qu'on ait une vraie visibilité du calendrier électoral, parce que on a souvent l'impression que les uns et les autres sont surpris. Je ne pense pas qu'il manque de visibilité dans la politique au Cameroun, dans la mesure où les partis politiques sont équipés de personnes hautement diplômées en droit et en sciences politiques et autres. Donc, nous avons eu une élection le 30 septembre. Je suis capable de vous dire à quelle période aura l'élection municipale et législative en 2018. Il suffit de faire des simples calculs arithmétiques. Des simples calculs arithmétiques. Mais je voudrais dire que les évêques se réunissent, c'est une bonne chose. Mais je dis l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, l'église aux évêques. Et nous ne parlerons pas du clocher de la cathédrale de Yaoundé pour l'instant, mais je dis que la démocratie camerounaise avance à son rythme, à ses pas, mais elle avance bien. Donc pour vous, le calendrier électoral, c'est inutile qu'on le spécifie dans le code et autres, non? Il est connu. Je vous dis que si vous faites un calcul arithmétique, vous allez... Mais pourquoi est-ce que les évêques en parlent s'il est connu, s'il n'y a pas au moins un flou? Michel Loki. Parce qu'ils ne sont pas du RDPC, je suppose. Parce que, en fait, dans la réalité des faits, les dernières élections n'ont pas eu lieu il y a exactement 5 ans, hein, mathématiquement. Je crois que ce serait bien que tout le monde puisse être soumis aux mêmes règles et que c'est le but d'une loi, théoriquement. Et que c'est effectivement embêtant d'avoir comme ça le sentiment qu'une personne qui est le président de la République, mais qui par ailleurs est le chef d'un parti, hein, peut décider pour tout le monde quand est-ce que les élections vont avoir lieu ou décider quand est-ce qu'elles n'auront pas lieu. Je pense que c'est effectivement embêtant. Ceci étant, ma position personnelle sur la question, et c'est là que je vais peut-être rejoindre un peu Éloi, c'est qu'on sait quand même combien vont durer les mandats au minimum. Et qu'il est de la responsabilité des partis politiques dans le contexte actuel, parce que la loi est ce qu'elle est aujourd'hui, de se préparer par rapport à ce minimum. Maintenant, s'ils ont des rallonges parce que le président de la République a décidé que lui n'est pas prêt, que le Cameroun n'est pas prêt, c'est comme on veut, ça leur fera plus de temps pour se préparer. Il me paraît que dans le contexte actuel, plutôt que de se disputer sur une refondation de ce texte, on sait qu'il y a peu de chances que ça arrive, il faudrait plutôt se préparer avec le minimum syndical et puis profiter des rallonges qu'on voudra bien nous accorder s'il y en a. Ce que je ne comprends pas, c'est que, bon, comme on dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Là, Michel, tu me donnes l'impression de dire, bon, on va faire avec. Pourquoi doit-on toujours faire avec? Pourquoi doit-on toujours faire avec? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire que ce texte n'aboutisse pas? Il faudrait quand même qu'on puisse avoir une grande lisibilité sur les élections. Pourquoi dire, ben c'est comme ça le Cameroun, on va essayer de faire avec? Non, moi je dis non. On n'a pas à faire avec. Il y a des lois. Il peut pas, le président de la République, fût-il président ou étant président du parti, ne peut pas se lever. Un jour dit, je décide que c'est ça, et puis tout le monde suit. C'est quand même une aliénation. On n'est pas à la botte du président ou à la botte d'un parti. S'ils sont aussi, qu'est-ce que ça leur coûte de prévoir les élections? Ont-ils peur? C'est la peur. C'est la peur qui commence à changer de camp. Donc on se dit, on va les surprendre, ils ne seront pas prêts, on va faire ceci. Pourquoi doit-on accepter ça? Si on dit qu'il y a une période, logiquement,
Vous vous dites, OK, c'est une période. Donc, on doit être là à imaginer, oui, la période, est-ce qu'il va lui dire, ce sera quand? Et quand il va proroger les mandats des conseils municipaux, on va dire, ah, peut-être que va-t-il encore? On est là en train d'attendre, on est là au petit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pays ou bien c'est un Manitou, le grand Manitou, qui bouge ses petits pions? On est quoi, des marionnettes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pour Narimis, je vous vois en train de sourire. Logiquement, un parti politique doit être tout le temps prêt. Hein, notamment en année électorale. Je veux dire que vous n'attendez pas que les périodes soient fixées véritablement pour vous préparer. Vous devez être prêt. Je ne sais pas de quelle logique vous parlez, mais je voudrais vous, vous révéler quelque chose. Hein. Ce qu'on dit, les prêtres, ok, a été dit par les observateurs de l'Union africaine après les élections sénatoriales. Ils ont constaté qu'il y a un problème au Cameroun à cause de la non-connaissance d'une date des élections. Et ceci constitue déjà un flou et même une tricherie dans le cadre des élections, du processus électoral. Les évêques le disent aujourd'hui, les observateurs de l'Union africaine dans le cadre des sénatoriales l'ont dit il n'y a pas longtemps. Et moi, je le dis en tant qu'acteur politique, c'est une tricherie. Je le prends tout simplement d'un exemple simple. Le Cameroun doit jouer un match de football contre la Tunisie. Si le Cameroun ou la Tunisie ne savent pas quand ils doivent jouer, comment vont-ils se préparer? Comment vont-ils organiser? Comment vont-ils planifier? Comment vont-ils... Écoutez, c'est compliqué. C'est impossible. C'est difficile. Je vous prends un exemple dans mon propre cas. D'accord? À cause de cette période dont a parlé Saint-Éloi, j'ai instruit mes différents probables candidats au double scrutin qui vient d'avoir lieu. Quelque temps plus tard, en leur disant, ne maîtrisant pas la date des élections, je vous conseille dès maintenant de commencer à préparer vos dossiers pour ceux qui voudraient être candidats. Parce que 15 jours, c'est compliqué. 15 jours, c'est très peu. Et comme nous ne savons pas quand ça aura lieu, je vous conseille de commencer les dossiers, de faire vos dossiers et par les pièces qui vous semblent les plus difficiles à cet instant. Et je vous assure, pour beaucoup, concernant les pièces comme l'extrait d'acte de naissance et le certificat je veux dire, comment s'appelle cette pièce judiciaire, ok? Casier judiciaire. L'extrait de casier judiciaire. Pardon? Extrait de casier judiciaire. L'extrait de casier judiciaire. Ces pièces ont été périmées avant qu'on ne sache quand les élections auraient lieu. Donc vous pensez que vos invalidations ont été dues à cela? En partie. Beaucoup en partie d'ailleurs. Ok? Donc, vous comprenez très bien que dans le cadre d'un projet, et Saint-Éloi le sait, ok? Il y a 3 éléments fondamentaux. Vous avez le temps, vous avez les finances et vous avez la planification. Comment est-ce que dans un processus, on vient enlever un port très important et on veut me dire c'est normal? Non, celui qui dit c'est normal, c'est parce que ça l'arrange. Ça ne pourrait être normal. Non, je voulais dire très rapidement qu'en réalité, c'est vrai qu'un calendrier électoral, ça arrangerait tout le monde. Bon, c'est vrai que je ne vais pas verser dans la facilité en disant, comme vous les politiciens, vous allez bien le dire, hein, ok, notre processus démocratique est en jeu, est en cours, donc elle va être consolidée avec ces échéances et que bon, ça va vers la maturation prochainement. C'est une des étapes de la fondation de notre démocratie que de fixer un calendrier. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici, nous avons un patron du jeu, c'est le chef de l'État. En fait, c'est lui qui décide à quel moment le match commence, quand est-ce qu'il s'achève. Mais la question fondamentale, a-t-il déjà dit à une des équipes, le match commencera à telle heure? S'il l'a fait, alors il y a tricherie. Mais si toutes les équipes ne sont pas informés de l'heure du début du match, ni de la oui, mais le problème, c'est que lui, et du coup, comme il est l'arbitre, ne voyez pas le chef d'un parti comme Madame a dit, mettons de côté le fait qu'il se soit défait de sa casquette de chef d'un parti pour se mettre dans ce rôle, de chef de l'État et disent, bon, ok, tous les partis politiques, à vos marques, préparez, à tout moment, je pourrais vous dire, déclencher. Bon, et du coup, tout le monde, ça c'est un des mécanismes qui démontrera
que certains partis politiques sont forts et bien implantés et que d'autres sont légers et ne peuvent pas s'imposer sur les finances. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on en arrive dans le débat politique à une situation où les électeurs doivent départager des personnes sur la base de critères tels que qui a de l'argent, qui n'en a pas, qui est implanté, qui ne l'est pas. Un programme politique, dans le cadre des élections locales auxquelles je viens de participer, c'est la confrontation en théorie, la confrontation de visions sur la manière dont la localité doit être gérée. Et c'est sur ça que les électeurs devraient avoir à se prononcer. Il devrait donc être de l'intérêt et de la responsabilité du chef de l'État de permettre aux potentiels candidats de se préparer le mieux possible pour avoir le meilleur choix possible à proposer aux électeurs qui sont les citoyens dont il a la responsabilité. S'il proroge le mandat d'élus locaux une fois, 2 fois, puis après l'avoir prorogé pour la 2e ou la 3e fois, brusquement, au bout de 2 mois, alors qu'il a prorogé pour 6 mois, dit « au fait, dans 15 jours, ça y est, déposez vos dossiers », il n'est pas, à mon sens, en train de jouer le jeu de la transparence et de l'équité. Au bout d'une semaine, c'était pas 2 mois. Voilà. C'est encore plus. Rapidement, et puis on sort de là. Ce n'est pas de ce qu'il s'agit. Oui. Je dis que j'étais candidat à cette élection du 30 septembre. Ça fait 6 ans que je sais que je serai candidat. Tout simplement parce que nous savons qu'un mandat de conseiller municipal dure 5 ans. Et l'idée de prorogation du mandat des conseillers municipaux n'était pas une idée du RDPC. C'était une idée de l'opposition qui estimait ne pas être prête pour aller aux élections. Et le président de la République a trouvé que c'était judicieux pour avoir des élections crédibles et paisibles. Il fallait prolonger. Il a interrompu le 3e mandat. Non. Il a interrompu. À partir du jour, je proroge d'une semaine. Michel, à partir du jour où il a prorogé, les partis politiques devaient commencer à effectuer leurs calculs. Et moi, je me souviens, j'étais en débat dans une chaîne concurrente. J'avais dit sur ce plateau-là que le président de la République convoquera le corps électoral demain, sinon il sera ordinaire. Tout simplement parce que j'avais effectué les calculs. Alors, les autres partis n'ont pas effectué ces calculs et disent être surpris. Je dis non. Non. Mauvaise appréciation des faits. Il a prorogé le mandat et le mandat était en cours. Et très peu de temps après avoir prorogé le mandat de 6 mois, il a convoqué le corps électoral. C'était une surprise, y compris pour les candidats du RDPC. Bon, ça va, si les candidats du RDPC aussi. Alors on va dire quoi? Tout le monde est surpris. C'est une politique d'embuscade. Tout le monde est surpris. Vous oubliez l'essentiel. La politique, ce n'est pas un jeu entre politiciens. La politique, c'est la façon dont nous gérons notre pays et nos villes. C'est beaucoup plus sérieux que de prendre par surprise ou de ne pas prendre par surprise quelques candidats. Est-ce une politique d'embuscade? Pour terminer. Ce que je voudrais dire, c'est que aucune dictature n'organise des élections pour les perdre. Pourquoi est-ce que le président Biya ou le RDPC organise des élections pour les perdre? Mais non, c'est le jeu de l'embuscade. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je ne suis pas surprise. Mais nous, on s'est quand même préparé à ça. Moi, je suis surpris parce que là, vous parlez comme si vous étiez à Sciences Po. Moi, je suis surpris d'apprendre qu'on ne peut pas. Le président Kérékou a organisé des élections qu'il a perdues. Le président Soglo a organisé des élections qu'il a perdues. Le président Ouad a organisé des élections qu'il a perdues. Je suis en train de dire... Je suis en train de dire qu'une dictature n'organise pas les élections pour les perdre. Seulement, la dictature oublie que la force revient toujours au peuple. Et aucune armée n'est puissante. Et le peuple vient de s'exprimer, madame. Aucune armée. On va y aller dans une minute. Vous êtes de quel parti, madame? Nous avons les résultats devant nous. Bon, alors, dans une minute, quand vous empêchez à cette dame de dire ce qu'elle pense, c'est une embuscade aussi. C'est une embuscade aussi. En même temps, c'est une stratégie qu'on a constatée, ok? Empêcher aux autres de s'exprimer. Il y a une chose qui est récurrente. Il y a une chose qui est récurrente. Si on parle ici du chef de l'État, et vraiment, docteur, pardonnez-moi, ne faites jamais la différence entre le président de la République et le président du RDPC. Cette différence n'existe pas. Vous savez, si vous suivez l'information... S'il vous plaît, moi je ne suis pas politiquement engagé. Je ne suis pas politiquement engagé. Si vous permettez que j'aille au bout. Et de ma posture de neutralité politique totale,
Je reconnais en un homme qui s'appelle Paul Biya, je reconnais en lui le chef de l'État. Alors, je ne reconnais pas en lui je vous informe aujourd'hui qu'il est en même temps le président d'un parti. Je vous informe aujourd'hui. Ça prend à l'instant que je vous informe aujourd'hui. Puisque vous ne le reconnaissez pas, je vous informe aujourd'hui qu'il est en même temps président d'un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je n'avais pas l'impression que c'était ça. Alors, s'il vous plaît, passons rapidement aussi à l'aide publique. S'il vous plaît, l'aide publique au parti, elle est arrivée combien de temps avant le vote? Avant le... Ouais. L'aide publique. L'aide publique au parti... J'en sais rien parce que je n'ai même pas touché. La première partie, elle est arrivée... une semaine avant la fin du... Annoncé une semaine, arrivée 4 jours avant... 4 jours avant. Ah oui, oui. Parce qu'on accuse... cette loi Bidou, on accuse votre parti politique d'avoir battu campagne avec des moyens d'État. À Yaoundé, par exemple, est-ce qu'à Yaoundé 6 chez vous là-bas, est-ce qu'il n'y a pas eu tous ces ministres que l'on voit avec les grosses voitures, avec l'argent public? C'est quel moyen? Non, je vais vous dire. À Yaoundé 6, la commune que je représente ici, a eu comme président de commission communale M. Philippe Mbargamboa. Il a réuni les conseillers municipaux et il nous a dit, un adage anglais dit « No contribution, no drink ». Si vous voulez gagner les élections, mettez la main dans la poche. Nous, les conseillers municipaux, nous nous sommes réunis. Nous avons fixé un taux à 250 000 francs. Si vous faites le calcul multiplié par 40, ça fait au moins 10 millions. Et M. Mbargamboa n'est jamais venu sur le terrain avec les moyens de l'État. Pour la simple raison que, vous le connaissez certainement, M. Mbargamboa n'est pas venu s'enrichir au gouvernement. Il était déjà, la nature a été gracieuse vis-à-vis de lui. Et c'était un accident qu'il a fait à la naissance, d'aimer de bonnes voitures et de grosses voitures. Et il les a utilisés, ses véhicules personnels. Maintenant, pour ce qui est du financement, pour ce qui est du financement des partis politiques, le RDPC n'était pas mieux logé que vous. Parce que je vais vous dire, le RDPC, le ratio qu'on donnait à chaque parti politique, il était candidat dans un arrondissement ou s'il était candidat dans un département est connu. Le montant est connu. Le RDPC était candidat dans 359 communes sur 360. Et à Yaoundé 6, nous avons reçu du RDPC 1 million. Je vous dis 1 million. Pour battre campagne dans une commune qui a 35 km², qui a 400 000 habitants, qui a 24 chefferies. Ça coûte combien à peu près? Non, c'est pour vous dire que nous savions, nous savions que nous irons en campagne en 2013. Nous nous sommes préparés, nous avons battu campagne, les candidats ont cotisé, les élites ont cotisé, le président de la commission communale lui-même a cotisé, et nous sommes allés en campagne, nous avons battu campagne. Alors, d'autres partis n'ont toujours pas reçu de moyens aujourd'hui pour la simple raison qu'ils ont pensé, il y a des partis politiques qui tiennent dans une mallette, qui n'ont même pas de compte bancaire, qui pensaient que ça allait se gérer comme ça se gérait au MINAT, où on allait gérer les enveloppes. Je vous dis. Mais calmez-vous, monsieur. Les moyens de l'État, c'est quoi? Quand vous pensez que dans une république comme le Cameroun, je dis république entre guillemets, tous les directeurs généraux des grandes sociétés sont du RDPC. Ça, c'est pas les moyens de l'État. Ce n'est pas un crime, madame. C'est le RDPC qui est au pouvoir. Sauf quand ils ne passent pas leur journée au travail, mais qu'ils prennent leur véhicule de fonction pour aller battre campagne. Non, on n'a pas vu de véhicule de l'État. Monsieur, en France... Alors, si vous dites que ça s'est passé seulement, c'est qu'il y a une exception, on est d'accord. Du PS, le plus petit véhicule qu'il a dans son parc automobile, c'est le véhicule de l'État. Et il n'a pas utilisé. Oui, et Olivier Billet de AS Soleil. Il roule en Mercedes. Et DG. C'est un ami, il roule en Mercedes. Non. Alors, s'il vous plaît. On est trop bas là, pour compter le nombre de véhicules qu'il y a dans le parking. Moi, mon problème est le suivant. Mon problème était au niveau de... Est-ce qu'il ne faudrait pas clarifier cela et pour rendre le jeu plus... J'avais quelque chose à dire à ce propos. Plus libre, plus transparent. J'avais quelque chose à dire. De l'argent à un moment donné bien précis. J'avais quelque chose à dire à ce propos. Nous avons fait dans l'ADD une proposition depuis au gouvernement dans le cadre du financement public des élections. Nous avons proposé au gouvernement qu'il n'est pas sain, qu'il n'est même pas intéressant de la part du gouvernement de venir remettre de l'argent en numéraire aux partis politiques. Le gouvernement a des mécanismes qu'il peut mettre en place et nous avons pensé, comme ça se passe
avec les bulletins de campagne qu'on peut décider de produire des affiches, des professions de foi. Tout ceci participerait du financement public de la campagne auprès des partis politiques. Il appartient maintenant pour chaque parti de pouvoir s'organiser pour avoir en numéraire de l'argent pour le reste de la campagne. C'est une proposition qui a été faite parce que dans le cadre du financement, en réalité maintenant même là, au-delà de ce que dit Saint-Éloi, c'est, comme a dit Madame Ekane, tous les directeurs sont du parti que l'on connaît, la plupart des ministres. J'ai dit la plupart. Monsieur Boubabelo de l'UNDP. Bon, on le sait, mais vous permettez que je parle. Donc, tous ces gens-là, quelle capacité a Madame Ekane pour aller vérifier effectivement que ce qui est annoncé, c'est ce qui a été fait. D'accord? C'est impossible. Mais il y a une chose que nous avons compris et qui était récurrente. Il y avait des cotisations qui étaient organisées dans les structures de ce parti-là et dont on annonçait les chiffres tous les jours. OK? Et certainement, ça venait démontrer que ne soyez pas surpris de voir peut-être toute la force financière que nous allons imposer dans le cadre de la campagne, c'est que nous avons mis la main à la poche. Parce que cette loi Bidoundi, ils ont quand même économisé. Non, vous savez Thierry, lorsque je parlais de cette proposition que nous avons faite, d'accord, c'est pour essayer de rendre le fonctionnement des partis politiques pendant la campagne quelque peu sain et essayer d'éduquer. Essayer d'éduquer en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une campagne électorale n'est pas forcément une histoire d'argent, c'est beaucoup plus une histoire d'idées. Si on a des idées, on appuie ces idées d'un minimum qui peut être défini, déterminé, ok, afin que les uns et les autres puissent aller avec la possibilité de véritablement exposer leurs idées. Mais il ne s'agit pas, dans le cadre des élections comme au Cameroun, et je ne voudrais pas anticiper sur certainement la suite de nos débats, avec des montants faramineux dont on expliquerait. Parlez du financement de votre parti, de votre campagne. Je ne parle pas du financement de mon parti parce que le financement de mon parti, je vous l'ai dit, l'argent de campagne dont il s'agit. Vous ne l'avez pas encore eu? Non. Vous savez, quand il dit, les gens pensaient qu'on va au MINAT pour prendre. Le MINAT n'a jamais donné l'argent aux gens comme ça. Vous allez au MINAT tout simplement donner votre numéro de compte. On transfère dans le compte. Tout simplement. C'est l'argent public. Hein. Donc, l'argent public, il faut attention. Oui, rapidement. Une ou deux choses qui me paraissent importantes. Premièrement, c'est que cet argent est insignifiant par rapport au coût d'une campagne électorale et que nous avons tous dû nous cotiser. Hein. C'est impossible d'organiser une campagne électorale, même locale, avec 1 million de francs ou 1,7 million, comme ce que le CPP a reçu pour 3 circonscriptions. Donc, forcément, ça ne suffit même pas à payer l'ensemble des cautions des candidats, des 41 candidats pour une seule circonscription. Donc, bien entendu, ce n'est pas l'argent. Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est un appoint. C'est un appoint, c'est même gentil. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une contribution symbolique. Donc je ne comprends pas personnellement à quoi est-ce qu'elle est censée servir. Je pense que cet argent pourrait être mieux utilisé pour les Camerounais. Je n'arrive pas à saisir l'intérêt de donner une somme aussi minime aux partis politiques. Ça ne permet en rien de préparer une campagne électorale. Par rapport à l'idée de transformer des dotations en argent, en des dotations en services matériels, je crois que ça poserait le problème pratique de qui c'est qui va commencer à imprimer. Et puis, est-ce qu'on fait des impressions de profession de foi ou des insertions dans les journaux ou des communiqués radio, enfin... Je crois qu'il n'est pas juste vis-à-vis des citoyens de demander à l'administration de gérer cette partie de la campagne de chaque parti. Alors, passons rapidement à la biométrie, parce que ça, c'est un autre problème. Les observateurs estiment que c'est très bien ce qui a été fait, mais c'est incomplet. C'est-à-dire quoi? Ça ne sert à rien de mettre en place un tel système où vous avez des cartes, effectivement,
et autres, si après la reconnaissance des empreintes se fait de manière encore manuelle ou vous venez vous placer au... Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Je crois que cet aspect fait quand même l'unanimité pour tout le monde. Biométrie, lorsque j'ai suivi le directeur de l'ECAM parler de biométrie, je crois qu'on devrait parler d'une tendance à aller vers la biométrie. Parce qu'en réalité, la biométrie, si c'est la numérisation du processus dans son ensemble. Je m'attendais, lorsqu'on a dit biométrie au Cameroun, que de Douala où je suis, je pourrais voter pour mon Itougou natal où je suis inscrit sans forcément avoir à faire tout ce déplacement parce que le système, lui, il est virtuel, il est numérique. Ça n'a pas été le cas. Je crois que certaines parties du processus ont été numérisées, notamment probablement les listes électorales, probablement aussi la compilation des résultats et tous les processus qui s'en sont suivis. Mais en réalité, la biométrie telle qu'on la vit ailleurs, telle qu'on la voit ailleurs, est telle qu'en réalité, on ne devrait plus avoir aussi à se salir les doigts dans l'encre parce qu'on veut démontrer qu'on a voté ou non. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans ce sens. Je crois que nos amis du RDPC, comme ceux de l'opposition, ou bien l'opposition dans son ensemble, parce que sur ce plateau, ce que je constate, c'est que c'est toujours pareil. Le RDPC est seul et l'opposition est unie contre le RDPC. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Quand on vient en politique, il faut avoir les moyens. Il y a des pays où il n'y a pas de subvention, où dès le parti en course aux élections. Joseph, lui, il pense que la biométrie était juste la fabrication des cartes d'électeurs en carton plastifié et rien d'autre. C'est tout. On est d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus? On est d'accord parce que ça ne sert à rien. Je ne comprends pas quelle est la différence entre cette carte et la carte d'identité dans la mesure où il n'y a pas de moyen à l'entrée du bureau de vote de vérifier qu'elle est authentique. Ensuite, il n'y a aucun... Mais oui, parce qu'il faudrait un lecteur pour vérifier qu'elle est authentique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de moyen de vérifier que votre empreinte digitale correspond à l'empreinte qui est inscrite sur la carte. Vous imprimez votre empreinte sur un document papier. Donc, sincèrement, moi, je n'ai pas bien compris à quoi ça sert. Ça ne sert même pas à éviter les doublons parce qu'on s'est rendu compte le jour du scrutin qu'il y avait des gens qui venaient voter à qui on disait vous ne pouvez pas, quelqu'un a déjà voté, et d'autres qui avaient déjà, d'autres qui avaient une carte mais dont le nom n'était inscrit sur aucune liste. Donc, moi, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'était, à quoi c'était censé servir. Ça ne servait à rien selon vous, c'est la loi. Personnellement, je comprends pas. Ah si. Le truc qui était sympa quand même, c'est qu'on avait la photo sur le registre. Bah, ça veut dire qu'on peut quand même vous identifier. Hein? Je ne sais pas, mais vous pouvez vous reconnaître. La personne qui vous a jamais vu, qui compare la carte électorale avec votre visage, je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez vous reconnaître et ça, c'était plutôt sympathique. Bon, alors, je crois que nous sommes venus sur ce plateau pour tirer les leçons de la dernière élection. Et la première des leçons qu'on peut tirer de cette élection, c'est que le Cameroun s'est doté d'un instrument d'organisation des élections crédibles, fiables et transparentes. Je voudrais dire ceci. Les élections se sont déroulées sur l'ensemble de l'étendue du territoire sans heurts. C'est déjà en comparaison avec un pays comme la Guinée qui n'organisait qu'une élection législative. Le même jour, je savais comment elle s'est terminée. Donc, je crois que il n'y a pas eu d'heurts sur l'étendue du territoire. Les Camerounais ne sont pas dressés les uns contre les autres. Il faut déjà saluer Elecam. Elecam a fait un grand travail. Ça n'a aucun rapport avec Elecam. Les Camerounais n'étaient pas suffisamment intéressés par les... Bon, maintenant, pour ce qui concerne la biométrie, je ne sais pas ce que les partis d'opposition veulent. Voilà une fois de plus où le président Biya démontre qu'il a l'écoute des Camerounais. La biométrie, c'est également une autre idée de l'opposition que le RDPC a combattu à corps et à cri. Mais le président de la République a pensé que cette idée de l'opposition était bonne et a exigé, a demandé à Elecam de se mettre à la biométrie. Non, mais on n'a pas bien compris. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. C'est pas que la biométrie, c'est pas bien. C'est qu'on a fait quelque chose qui ne sert à rien parce que c'est pas de la biométrie. Michel, les élections n'ont pas connu de dysfonctionnement parce que sur votre carte... Ça fait 30 ans qu'on a des élections sans dysfonctionnement, c'est pas nouveau. Non. Ça fait 30 ans reconnaissez quand même que Elecam a fait un travail quand le président disait, après l'élection présidentielle, que rien n'est parfait.
Rien n'est pas fait. Je crois qu'il était en train de dire que Elekama a connu un certain nombre de dysfonctionnements. Et hier, on a vu comment les élections se sont passées. On peut quand même tirer un coup de chapeau. D'accord. Alors, pour Narimis. Je suis pas surpris des propos venant d'un membre du parti au pouvoir, dans la mesure où, vous savez, régulièrement, ils ne se sont jamais comportés comme un parti politique. Ils se comportent comme le pouvoir. D'accord? C'est pour cette raison que, comptables de ce que fait le pouvoir, ils se sentent solidaires et doivent tout défendre. Mais je ne leur en veux pas. Cela va de soi, probablement. Mais ils ne se sont jamais comportés comme un parti politique, dans la mesure où, lui-même vient de le dire, ils étaient contre la biométrie. Et Saint-Éloi Bidoum connaît ce que c'est que la biométrie. Ce que nous avons vécu jusqu'ici, c'est l'informatisation du fichier électoral. Ça n'est pas la biométrie. D'accord? Parce que quand on parle de biométrie, ça part d'un point pour arriver à un autre. Et le point focal, c'est celui de la mise en branle, effectivement, de ce qu'est... vous permettez que je parle? C'est ce qui est véritablement l'identification de l'électeur sur le plan numérique, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas simplement un individu qui vous regarde et qui voudrait savoir si votre visage correspond à celui qui est dans une feuille. Non. Ça passe maintenant par les éléments biométriques. Et les éléments biométriques, ça n'est pas mon visage simplement. C'est beaucoup plus mes empreintes que je dépose quelque part et c'est la machine qui dit c'est conforme ou ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, on ne va pas accuser la machine. Parce que la machine, à moins qu'on commence à devenir fou, la machine, en réalité, n'est pas comme l'homme. L'homme, et nous l'avons vécu dans cette élection, reste un homme. L'homme avec ses imperfections, l'homme avec ses penchants, l'homme avec sa capacité à ne pas pouvoir être véritablement celui qu'on attend de lui. Donc, ne parlons pas de biométrie pour l'instant. Parlons d'inscription biométrique, mais ne parlons pas d'élection biométrique. Il n'y a pas encore d'élection biométrique au Cameroun. Ah, mais tout est avancé. Voilà. D'accord. Alors, ce que moi je voudrais dire à monsieur du RDPC, c'est que nier la vérité ne la change pas. La vérité reste la vérité. C'est laquelle? C'est que ce n'était pas une élection transparente ni libre. Vous l'avez peut-être vécu dans votre Yaoundé 6, je ne sais pas, mais vous n'avez pas pris le temps de faire le tour de plusieurs bureaux de vote. Parce que nous, moi j'étais à l'arrière-pays. J'étais à l'arrière-pays. Et vous savez bien qu'à l'arrière-pays, le commandant de brigade et le sous-préfet est pratiquement un roi à l'arrière-pays. Ça veut dire en clair que le commandant de brigade, le sous-préfet, les ex-ministres, les directeurs généraux sont des rois dans l'arrière-pays. Et quand vous vous rendez compte, moi j'étais dans le Mungo Sud, j'ai fait une requête auprès de la Cour du Conseil constitutionnel. Je vais vous dire, quand vous vous rendez compte que post-électoral, la veille du scrutin, le commandant de brigade de la gendarmerie vient chercher un militant du Manidem chez lui demande de mettre un t-shirt du Manidem, le promet dans tout Ndjombe Penja, ensuite le met dans une cellule qui donne sur la rue. J'ai les photos. Laissez-moi finir. Pourquoi vous m'interrompez? Vous parlez des choses, vous parlez des élections, de la fraude, et vous parlez maintenant d'une histoire qui concerne votre famille. Laissez-moi finir. Je vous donne un exemple. Place ce militant dans une cellule qui donne sur la rue. Comme pour dire à toute la population de Ndjombe Penja, vous voyez ce qui arrive à celui qui ose être avec le Manidem. Vous pensez que c'est des élections, ça? Le commandant de brigade n'est pas membre de l'ECAM. Ensuite, on voyait le directeur de l'AS Sonel, le DGA du port, le sous-préfet, les chefs traditionnels qui sont maintenant rémunérés par vous, se mettre en face des bureaux de vote, attablés avec des bouteilles de whisky, encore que le Conseil national demande à ce que... J'ai les photos, monsieur. J'ai les photos. J'ai les photos. Avec des bouteilles de whisky en face des bureaux de vote. Vous avez quelles photos? Les photos de M. Billet avec le DGA du port, les 3 préfets. J'ai les photos. En train de faire quoi? En train à table avec une bouteille de whisky à boire, en regardant les bureaux de vote, dont les votants qui arrivent ont en face de les sous-préfets, le commandant de brigade, les chefs traditionnels. Comment voulez-vous que les gens du RDPC, Mme Saki était candidate, le M. Nguime qui était aussi candidat à la mairie, sur une table, dans un village, comment voulez-vous?
et des gens qui haranguaient la foule. Est-ce qu'ils faisaient campagne le jour? Est-ce qu'ils faisaient en train de faire campagne? Ce jour, le jour des élections. J'ai les photos, monsieur, j'ai les photos. Ils avaient soif. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Vous avez Ça fait 5 minutes que vous parlez de la même chose. La vérité vous embête. Hein. Non, vous parlez d'une histoire familiale, là. Mais j'ai les photos des urnes, non scellées. J'ai les photos, monsieur. Les urnes, pas de scellé dans les urnes. Vous pensez que c'est une élection, ça? Quand vous voyez que les gens de l'ECAM nous interdisent l'entrée des bureaux de vote, j'ai les photos, hein. J'ai les photos. Vous avez fait des réclamations au Conseil constitutionnel? Oui. Donc vous allez à Yaoundé? Absolument. Parce que ce que je veux dire, c'est que la population du Mungo Sud, c'est quand même une population qui ne se complaît plus dans l'aliénation des Camerounais. Parce que vous voulez faire comprendre aux Camerounais que les améliorations sociales, des routes, dépendent absolument du pouvoir. Qui peut voter pour le pouvoir, pour le RDPC, pour qu'ils aient des routes? Ça permet Ils ont compris. Ça permet d'embrayer justement sur les premiers résultats qu'on a pu avoir des élections. Vous avez parlé du Mungo Sud tout à l'heure. Vous citez des listes législatives. On va voir exactement ce que la Cour suprême va décider, le Conseil constitutionnel, par rapport à ce cas-là particulier. La région de M. Dipandamoué. Parce que vous étiez... on verra. Vous avez estimé que vous aviez remporté à un moment donné le scrutin. Hein. Mais ce que je vais vous dire, l'exemple, à 19h, ils avaient monté des tentes pour faire la fête. Après les élections à 18h. 19h, ils démontaient les tentes. Ce sont des gens qui ont gagné, qui démontent les tentes sans faire la fête. Alors on verra les résultats dans quelques jours. Bon, alors ça, les lois Bidou, vous voulez rééquilibrer les choses. Je voulais qu'on parle. On est en train de parler quand même des premières, on va dire, des surprises hein, que l'on a observées par rapport aux premiers résultats qu'on a eus. Je rappelle bien sûr que les résultats définitifs vont être donnés. Mais on a quand même assisté à des surprises. Elle a parlé du Mungo Sud. On a vu, par exemple, une remontée de l'UPC dans certaines régions. Le Lion-Ekele, on a vu même à EDA, EDA Premier et autres. On a vu cette ressurgence. Donc on va dire que le fait qu'on ait permis à l'UPC de se réunifier, ça a été finalement une bonne chose. Hein, M. Somon? Non, je crois qu'il y a une certaine lecture qu'il faut faire, n'est-ce pas, des surprises hein, qu'on a observées. Bon, les surprises sont passées dans les deux camps, hein, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le RDPC a été terrassé, copieusement comme à Douala 3e, ou encore à Edea 1er, ou encore à Yabassi. Mais on a vu également le RDPC remonter à Douala 4e. Et tout ça, ça veut donc dire que quelque part, il y a des inversions qui se sont opérées. Maintenant, le questionnement, c'est qu'est-ce qui est la caractéristique commune aux personnes qui ont été renversées dans ces localités. Et on constate, par exemple, si on prend le cas de Douala 4e ici, qu'en réalité, les conditions probablement dans lesquelles cette localité vit a fait, n'est-ce pas, qu'un vote sanction s'opère à l'endroit des dirigeants en place. Si ça avait été des dirigeants du RDPC qui étaient là, ils seraient tombés et je crois que ça aurait été pareil. Bon, mais il y a aussi que, pour aller plus en profondeur dans cela, c'est qu'il y a certains petits partis politiques qui sont arrivés, pas des petits partis politiques, il y a certains partis politiques nouveaux qui sont arrivés, notamment qui ont démontré que le RDPC, en réalité, a un électorat de plus en plus stable, Et vous allez constater qu'à Douala 4e, le MRC, par exemple, est venu fragiliser un électorat du SDF qui était complètement établi et ce qui a fait renaître ce qu'on pourrait appeler ici là le vote du village, ou si vous voulez le village électoral auquel le feu professeur Lep faisait allusion. Ça veut dire par exemple que en réalité, ceux qui votaient SDF à Douala 4e ont été scindés en deux, ce qui n'a plus permis au SDF de faire le score qu'il a l'habitude de faire. Ajoutez à cela le fait que les populations dans cette localité voulaient absolument opérer un vote sanction. Il y a aussi le problème d'une nouvelle campagne, qui est véritablement une campagne qui consistait cette fois-ci à véritablement mouiller le maillot. Je crois qu'il y a des personnes, que ce soit surtout dans le RDPC, qui n'ont pas compris qu'en réalité, on va vers une certaine évolution, une évolution de proximité où plus l'idée politique, si vous voulez, l'idéologie dans son ensemble doit s'imposer, ainsi que les actes doivent s'imposer. Et là, ceux qui n'ont pas compris les choses de cette façon-là, et naturellement, ils ont perdu. Bon,
naturellement, il y en a qui ont utilisé des stratégies qu'ils ont l'habitude d'utiliser et naturellement, pas des madame, je ne suis pas avec vous pour dire que c'est des stratégies de fraude, j'ai dit bien des stratégies de campagne, des stratégies de campagne qui ont permis que dans certaines localités, en réalité, des gens comme à Douala 5e, madame Founing a démontré une fois de plus qu'elle pouvait rempiler. Alors, quand vous dites un vote village électoral, est-ce qu'on ne peut pas aussi réattribuer ce même village électoral? Oui, le village électoral, s'il te plaît Thierry, si tu permets, je chute par là. Ouais. La preuve qu'il y avait ici votre village électoral, c'est que dans le cas de Yabassi par exemple, en réalité, on n'a pas voté un parti politique à Yabassi. On a voté un homme de la localité. Bon, les autres, comme les grands leaders, comme les Moukoko Bondio, qui en réalité se sont permis de rester à Douala depuis et sont restés tranquilles à Douala, se passant pour des gens de Douala, pour la première fois qu'ils devraient rentrer dans leur localité, démontrer qu'ils ont des fils de là, ça a été extrêmement compliqué. Mais ceux qui vivaient avec le peuple, comme ce garçon qu'il a qualifié de bleu, l'a battu à plat. À la mairie. Hein. Ouais, facile. Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre deux choses contradictoires. Le bleu en question, je crois que la différence entre lui et M. Moukoko Mbodjo, si c'est à lui que vous faites allusion, n'est pas qu'ils ne sont pas du même village. Mais ils sont du même village. Donc, ce n'est pas la différence entre ce que je viens de dire. Attendez, une seconde. Je disais, je crois que la différence entre eux n'est pas qu'ils ne sont pas du même village. Ils sont du même village, donc c'est pas ça la différence entre eux. La différence entre eux, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un enfant de la communauté, qui vit dans cette communauté, qui connaît les difficultés des électeurs et qui a réussi à les convaincre qu'ils pouvaient faire quelque chose parce que ce qui se passe dans cette communauté le concerne, et un autre dont les parents sont certainement nés là, mais qui n'est plus là, et donc qui est moins légitime au regard de l'électorat pour porter le projet de développement de cette communauté. Et ça me fait... c'est le même cas Bafan, c'est le même cas Bafan, par exemple. Ça me permet d'arriver à la leçon que moi je tire de ces élections, c'est que nous sortons d'une période où il suffisait d'afficher une couleur politique pour être élu. En tout cas, en ce qui concerne les élections locales, ça n'est plus suffisant. Les résultats le prouvent bien. Maintenant, nous avons des électeurs qui sont beaucoup plus attentifs à ce qui se dit, aux personnes qui leur parlent, à qui est crédible, qui ne l'est pas, quand ils ont l'occasion d'entendre quelqu'un, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui se posent la question de savoir qui est en face d'eux et qui a quelque chose à leur proposer et qui prennent leurs décisions en fonction de ça. Et je pense que c'est une avancée, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Jusqu'ici, cet électorat n'est pas très représentatif. Effectivement, le RDPC a un électorat qui est stable et qui est représenté par le peu. Je prends la circonscription de Douala 1er. Vous aviez à peu près 60 à 62 000 inscrits sur les listes électorales. C'est absolument ridicule pour une circonscription où il y a plus de 700 000 habitants. Donc, il y a une grande partie de la population qui n'est pas du tout intéressée par le débat, une qui est stable, qui régulièrement s'inscrit, et je pense qu'effectivement, c'est en majorité l'électorat du RDPC. Je crois que la situation est un peu la même ailleurs. Ce que les élections nous disent, c'est que même dans cet électorat qui est soi-disant traditionnellement du RDPC, il y a maintenant des gens qui disent qu'il faut que les politiciens fassent quelque chose pour nous, parce que la politique, c'est travailler pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des citoyens. Ça, c'est une leçon que moi, j'emporte à l'issue de ces élections. Et je crois que l'opposition devrait entendre ça aussi bien que le RDPC, le parti au pouvoir. Non, je disais déjà que la première leçon qu'il fallait retenir, c'est que l'ECAM a montré qu'il pouvait être à la hauteur de la gestion des élections. La deuxième leçon que je retiens, c'est la participation massive des partis politiques. Et cette élection a démontré que, au lieu de parler de la fraude, comme disait madame, elle a pris le cas de Mongo Sud, je voudrais vous dire que s'il y avait eu de la fraude, le RDPC n'aurait jamais accepté de perdre le Nyon-Ekele. Le RDPC n'aurait jamais accepté de perdre la commune la plus riche du Cameroun, Douala 3e. Le RDPC n'aurait jamais accepté de perdre Aïdéya
à IDEA où siège un membre du bureau politique. Donc vous comprenez que les élections ont été suffisamment ouvertes et libres et transparentes. Je vous dis, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, nous avons eu énormément de problèmes dans certaines zones au niveau des législatives, où le MRC a fait une percée suffisamment sérieuse qui mérite d'être analysée froidement et scientifiquement pour pouvoir aborder les élections en 2018. Donc, je dis, on peut d'abord se féliciter, tous les Camerounais peuvent se féliciter d'avoir eu une élection où les Camerounais se sont retrouvés et où on a évalué le poids politique réel de chaque parti politique. Quand vous voyez un parti comme l'UPF, un parti qui est né hier, qui vient arracher une circonscription au RDPC dans l'ONCAM, je crois que c'est matière à réflexion. Et vous remarquerez que dans plusieurs circonscriptions, en dehors des fiefs reconnus comme étant les fiefs du RDPC, c'est-à-dire le centre, le sud et l'est, je dis quand même que le RDPC a perdu 5 communes dans le centre. Sur 70 communes, le RDPC a perdu 5 communes au profit de l'UPC. Quand vous regardez dans l'extrême nord, il y a effectivement eu des sanctions parce que les hommes, et ça aussi c'est un problème interne au RDPC, le moment est venu peut-être de mettre des hommes qui sont capables, qui sont avec les populations, qui peuvent tenir un langage que les populations comprennent et qui sont sensibles aux problèmes des populations. Vous avez vu à plusieurs endroits, plusieurs membres du gouvernement ont essuyé des échecs. Donc, je dis que les Camerounais, au lieu essayer même de voir dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, parfois le RDPC a repris là où le SDF prenait. C'était une élection très ouverte. Alors, Paul Arimis, justement, restons sur on va dire tout ce qu'on a pu observer. Il y a effectivement des partis qui ont émergé. Hein, on en parlait beaucoup. Le MRC qui a fait une sorte de poussée. Il y a des partis qui ont régressé. Le CPP de Kawala, par exemple, ça fait 4 ans qu'il existe. On ne peut pas dire qu'il a avancé. Hein? C'est difficile de parler de régression. Il n'y a quand même pas eu plusieurs élections locales jusqu'ici, à ma connaissance. C'est vrai, mais je veux dire que ce sont les partis qui sont établis. Je veux dire qu'elle a participé à l'élection présidentielle. L'UPF passe en tête sur le parti de M. Chiroma, qui n'a eu que quelques conseillers. On attendait quand même beaucoup plus de ce parti. Voilà, donc on va dire quoi? C'est une déception. En fonction de la personnalité qu'incarne son leader, c'est-à-dire Kawala... Vous vous rendez compte, mais vous savez, la personnalité de Paul Biya est très charismatique, et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chefs de parti qui sont plus respectés, ni même vous parlez du chef de l'État ou chef du parti? Non, mais il est les deux, on vous l'a déjà dit, il va falloir que vous y aboutiez. Mais son parti, il sera leader là. En tant que leader de parti politique, vous ne pouvez pas faire plus charismatique dans ce pays. Ça n'a pas changé les résultats. C'est tout l'intérêt de parler d'élections locales. C'est un leader politique, oui, parce que l'élection locale concerne une ville, une communauté réduite, des problématiques locales, et que le fait d'être un leader politique sur le plan national ne vous garantit pas que dans chaque localité, l'électorat se reconnaîtra dans les candidats. Aussi, bon, on va dire. Bon, alors, Paul Arimis. Vous savez, l'analyse que je fais de ce double scrutin est une analyse, je la veux froide, mais enfin, on est sur un plateau. Premièrement, il y a un constat quand même de la maturation de l'électorat qu'il faut faire. Il y a beaucoup plus de recherche dans le sens du vote pour les populations. Il y a, quand je le dis, je l'appuie par le fait que l'électorat veut avoir en face de lui des candidats quand même de qualité. Ça s'est senti, j'ai fait le terrain, je l'ai ressenti. Ils veulent avoir des personnes de qualité, non pas simplement des personnes dont ils ont la sympathie. Premièrement. Deuxièmement, je viens de constater, je ne sais pas si c'est une avancée, mais dans le cadre de ces élections locales, je viens de ressentir le pouvoir de l'argent. L'argent roi, l'argent maître, l'argent qui permet de changer
les situations. On dit qu'il n'a pas beaucoup circulé l'argent, justement. Je dis, je vous parle, vous savez, je parle du terrain, hein, ok? Je viens de voir le pouvoir de l'argent roi. Et c'est pourquoi je comprends aujourd'hui, lorsque nous disions que le code électoral a établi le sens comme le roi dans l'argent, ça vient de se démontrer dans le cadre de ces élections. C'est une réalité dans la mesure où beaucoup de personnes n'ont pas pu être candidates, non pas parce qu'elles n'en avaient pas qualité ou n'en avaient pas la capacité, mais parce ou encore moins la volonté, mais parce que quelque part les moyens ont fait défaut. Je viens de voir dans cette élection également la capacité de sortir la tricherie du commun des observations à une tricherie légale. C'est-à-dire qu'on introduit la tricherie dans la loi. Il faut maintenant que les spécialistes de la science politique et les juristes soient en mesure, parce qu'ils ne l'ont pas été avant cette élection, de véritablement décrypter les tricheries qu'il y avait dans la loi. Et il y a une tricherie légale qui est en train de s'installer, c'est un constat. Et il vient de moi. Je constate en même temps également une élection, quelque part, qui conforte les positions. OK ? Le RDPC arrivera en tête, le SDF suivra, l'UNDP viendra, l'UDC arrivera, et après ces trois-là, c'est à qui mieux, où on a, comme vous dites, des surprises et autres. Naturellement, il y a dans le paysage politique camerounais ceux qui ont permis, comme on dit certains sur cette table, de penser que la théorie du village électoral est une théorie vraie. Je ne serais pas d'accord comme ça dans l'absolu avec cette théorie dans la mesure où, dans le cadre des élections locales, il s'agit quand même de tout le monde, des personnes qui appartiennent à une localité. Et personne n'est plus, je ne sais pas moi, membre de la communauté Yabassi ou membre de la communauté Bafia qu'un autre Bafia qui appartenait à un autre parti. OK ? Donc, la théorie du village électoral, à ce moment-là, peut être battue en brèche. Mais bon, quels sont les leviers qui ont joué pour que d'un candidat à un autre, d'un parti à un autre, on ait des personnes qui arrivent à émerger dans cela, qui n'arrivent pas à émerger. Mais je vous assure, si vous voulez être véritablement froid, vous verrez que l'argent a joué un rôle essentiel dans le cadre de ces élections. Avant de tirer les leçons de ce scrutin, j'aimerais quand même revenir pour corriger un peu M. Éloi en disant qu'il y a une spécificité dans le Mongo Sud. Je vous explique pourquoi. Dans le Mongo Sud, le Manidem était en face du RDPC. Donc le RDPC avait réussi par des trucages à éliminer le SDF des législatives et le MDP. Donc nous étions en face du RDPC, ce qui fait que les 3 sièges, le parti qui arrivait en tête avait 3 sièges. Donc c'était 3 sièges ou 0. C'était la spécificité du Mongo Sud. Donc le RDPC ne pouvait, et on le savait dès le départ, aurait tout fait. Sa victoire, c'était à tout prix, à tous les prix. Donc ne pouvait pas siéger les 3 sièges au Manidem. Mais je peux dire que l'aliénation des populations au Cameroun est encore forte. Les élites villageoises et tribalistes continuent, réussissent encore à faire croire aux populations que les investissements... Pardon? Je ne savais pas. Pourquoi? Je ne savais pas que le Manidem était un parti politique. Du Manidem, c'est quoi? Non, parce que... Le RDPC, c'est... Non, c'est un parti, nous avons des élus. Vous avez des élus quelque part? Je vais vous expliquer. C'est comme ça qu'on décide comment Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Alors, moi qui croyais que vous aviez fait du droit. Je pensais qu'il avait fait du droit. Je vais vous dire, monsieur, Oumniobé n'a jamais été député, n'est-ce pas? Oumniobé n'a jamais... Alors, un parti, la représentativité d'un parti, c'est ça qui fait un parti? Vous plaisantez. On va voir les gens avec... Monsieur, regarde, écoutez-moi ça. Vous me faites pitié. Allez-y, madame, allez-y. Nous sommes... je savais pas que... Allez-y, Marianne.
Donc, Oumleba était déjà député? Non, je savais. Il vous embête pour vous démonter. Non, mais c'est parce qu'il ne sait pas. Ne suivez Lui, pas. il ne sait pas, mais il n'embête pas, il ne sait Qui est pas. président du Il Manidem? ne sait pas. Allez-y, allez-y, Alors, ce Marianne. que je vais vous dire, c'est que le RDPC continue toujours à faire croire aux villageois, à la population, que les investissements collectifs dépendent du vote du RDPC. Le Moug au Sud a quand même la chance parce que c'est un pays, un endroit de résistants. Eux, ils se sont singularisés et ils ont appliqué le vote sanction au RDPC. C'est pour ça qu'on remarque une victoire écrasante du Manidem législatif et de la municipalité de Pendia par Wato du SDF. Okay. Donc l'opposition... Mais madame Mekane, oui, je veux simplement... Hein? oui. Le RDPC a perdu à Njombe Penja. Le RDPC a perdu à Alou. Vous voyez donc... Mais c'est ce que je viens de... Non, c'est justement, je voudrais lui dire que... Vous veniez parmi nous, monsieur. Non, il est plus vicieux que ça. Il veut dire que, effectivement, les élections étaient libres parce que vous avez perdu, c'est ça? Non, je suis en train de lui dire... Mais non, madame Marianne, ne vous inquiétez pas, puisque de toute manière, il y a un contentieux qui est en cours et qui va être vidé au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est peut-être là-bas qu'il faudrait expliquer plus simplement. Non, je parle aussi aux gens du Moug aussi. Il faudrait qu'ils comprennent que leur voix ne sera... Et on ne leur volera pas leur victoire. Et qu'ils se sont singularisés en sanctionnant le RDPC. Malgré toutes les combines, tout ce qu'ils ont fait comme combine. Donc leur dire qu'ils ont bien sanctionné et que leur vote sera pris en compte. D'accord, on verra les résultats, on va voir les résultats qui vont être constitutionnels. Oui, parce que le résultat, on le connaît. Voilà, où vous serez certainement pour aller défendre votre cas. Madame Marianne est canée. Je finis. C'est un terrorisme là, non, finalement, parce que vous m'empêchez de continuer. Non, n'écoutez pas. Maintenant vous m'accusez moi de... Je vous signale, monsieur. Bon, alors, s'il vous plaît. J'apprends quelle est la position du président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, il y a 53 ans, mon père a été candidat au législatif dans le Moug au Sud. Il s'est fait tirer dessus. Je vous ne rigolez pas avec ça. S'il vous plaît. Alors ne plaisantez pas avec ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne plaisantez pas avec ça. S'il vous plaît. Il y a 53 ans, s'il vous plaît. Voilà, alors voilà, l'émission... Alors, merci, l'émission est terminée. On se retrouve jeudi prochain avec l'émission Entretien avec Pascal Messanga-Nyamding du RDPC qui revient d'ailleurs fraîchement de Yabassi. Qui avait d'ailleurs prédit la défaite du RDPC à Yabassi. Et qui a voté quand même RDPC, on l'a. Oui. Alors, donc voilà. Donc, on se retrouve jeudi prochain. L'émission a été coupée, interrompue par Marianne Ekane et cette loi Bidoum qui l'ont pris en otage. Donc, jeudi prochain, il nous reste 5 minutes. Bonsoir. Merci d'avoir suivi. Et moi qui ai gardé des choses pour la fin.